Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Bernard Schex, député des Alpes-Maritimes, conseiller départemental et trésorier de l'UDR, l'Union des droites pour la République. Bonjour Bernard Schex. Bonjour. Bernard Schex, ce jeudi, le Premier ministre Michel Barnier a renoncé à la surtaxe sur l'électricité. Il a annoncé aussi une réduction sensible de la prise en charge des soins entrant dans l'aide médicale aux sans-papiers. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que cela vous satisfait? Oui, ça va dans le bon sens et c'est une demande de l'Union des droites. Donc je pense que le gouvernement a fait le bon choix en nous écoutant. C'est nécessaire, surtout sur l'électricité et sur l'AME. Ce sont deux sujets qui reviennent très régulièrement quand nous sommes face aux électeurs. Quand vous dites l'Union des droites, vous parlez du parti, l'UDR auquel vous appartenez, ou vous parlez de l'ensemble de l'alliance RN et UDR? Notre alliance avec le D'accord. Rassemblement national également. Sur ces deux sujets, nous étions complètement raccord. Est-ce que ces annonces et ces avancées peuvent vous amener à renoncer à censurer le gouvernement à l'occasion du vote du budget? La décision n'est pas encore prise à l'heure où nous parlons, mais effectivement, toute économie d'impôts ira dans ce sens-là. Nous ne souhaitons pas amener un chaos supplémentaire à la situation que nous vivons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je pense que ça sera une décision de bon sens, mais il faut que le gouvernement prenne les bonnes décisions. Il n'y a plus que quelques heures maintenant pour aller dans le sens des économies d'impôts. Dans ces décisions, il y a encore des mesures que vous attendez et qui sont importantes et qui pourraient influer sur votre décision? Oui, tout à fait. Je pense aux économies que l'on pourrait faire très rapidement sur la suppression des agences de l'État. Vous savez qu'elles sont nombreuses et très coûteuses. Lesquelles, par exemple? Alors, par exemple, je pense à l'Arcom, 47 millions d'euros par an. L'Arcom, c'est donc l'arbitre audiovisuel. Tout à fait, dont tous les administrateurs et le président sont nommés par décret et par le gouvernement. Donc, il existe un ministère. À ce moment-là, c'est à lui de prendre les bonnes décisions. Pourquoi venir superposer encore avec une organisation supplémentaire qui ne fait que coûter de l'argent? Je pense également qui est une organisation indépendante pour le coup. À partir du moment où vous êtes nommé par le président de la République, je pense qu'il y a moins d'indépendance. Concernant le CESE et les Césaires, c'est 80 millions d'euros. Effectivement, pour rédiger des rapports qui sont quelquefois des rapports intéressants, mais qui malheureusement ne sont lus par personne. Donc là aussi, il y a des réformes importantes. Vous parlez d'économie. Quand le Rassemblement national, lui, réclame une réindexation des retraites, on est sur quelque chose qui nous projette à plus de 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Est-ce que c'est pas contradictoire? Effectivement, mais j'ai lu dans la presse récemment que M. Macron avait fait une dotation aux Comores de 360 millions d'euros. Vous voyez, des économies, c'est tous les jours et dans tous les cas. Quand vous additionnez toutes les sommes que je viens de vous citer, je vous prie de croire, vous arrivez probablement à des économies très importantes qui iront dans le sens de l'augmentation et de la revalorisation des retraites. Je rajouterai également dans les économies la suppression des régions, qui coûtent extrêmement cher et dont les missions pourraient être déléguées au conseil départemental, à tous les conseils, aux communes, puisque le couple, vous le savez, département-commune fonctionne très très bien et c'est eux qui représentent le plus la proximité. Donc c'est ça dont nos électeurs ont besoin, de proximité. Est-ce que Marine Le Pen, qui est présidente du groupe RN, a raison de continuer à faire monter les enchères? Est-ce que Michel Barnier a raison de céder à tout? Alors pour l'instant, il ne cède pas à grand-chose, puisque j'ai vu également ce matin que le Sénat avait revu les seuils d'imposition de l'IFI, de la flat tax, etc., etc. Non, je pense que nous avons raison de tenir bon. Je pense que nous avons tous, dans nos groupes parlementaires, de tenir bon. Il y a quelques heures encore où nous pourrons, je l'espère, faire changer d'avis le gouvernement. Je veux dire, on recherchait 60 milliards d'économies, vous le savez, et à l'arrivée, on nous propose 30 milliards de plus d'impôts. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a une forme de dramatisation chez Michel Barnier, qui dit en substance, si je tombe, c'est le chaos, c'est la tempête, et la France risque d'entrer dans une crise très sévère? Alors, c'est totalement faux. On va y revenir avec des propos très argumentés de Laurent Saint-Martin, si vous voulez bien là-dessus. Effectivement, donc c'est important. Juste, le cas échéant, ça veut dire que vous êtes prêt à voter une motion de censure solidairement avec la France insoumise? Ça vous dérange pas? Parce que sans France insoumise, il n'y a pas de motion de censure. Ça veut dire que vous serez obligé de voter avec elle. La France insoumise a été mon adversaire en politique. J'ai pas forcément envie de voter avec eux. Moi, ce que je souhaite, c'est voter avec mon groupe quelque chose qui profitera aux gens qui nous ont fait confiance. Donc, à l'heure où nous nous parlons, je ne suis pas capable de pouvoir vous répondre. Tout va dépendre aujourd'hui des arbitrages qui seront faits. Mais ça ne vous dérangera pas si... Parce que, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le groupe macroniste, ensemble, ça les gênerait? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Parti socialiste... Eux ne voteront pas la motion de censure avec vous? Probablement pas, mais c'est pas dit que nous la votions aussi. Donc encore une fois, je suis dans une incertitude. J'ai une idée personnelle sur le sujet, mais vous savez, je suis un bon soldat, je fais partie d'un groupe. Donc on va s'aligner. Et vous êtes prêt à éventuellement faire revenir la gauche au pouvoir en faisant tomber le gouvernement? Parce que c'est une possibilité. Aujourd'hui, nous ne pensons pas à ça. Mais si nous avons un gouvernement de droite qui fait une politique de gauche en augmentant les impôts, ça revient au même. On n'est pas d'accord non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que tout le monde retrouve du bon sens et une certaine harmonie. Regardez ce qui s'est passé encore hier au soir à l'Assemblée nationale, où des élus, des députés sont prêts à se battre. C'est un député MoDem qui a agressé un député France Insoumise. Exactement, les mêmes qui étaient amis lors des élections deviennent ennemis au Parlement. Donc il y a quand même des choses, moi, à titre personnel, qui m'étonnent. Alors, comme le disait Denis, mardi sur TF1, notamment, le Premier ministre a déclaré « Si je tombe, il n'y a plus de budget, il y aura une tempête probablement assez grave sur les marchés financiers ». Un mécanisme qu'a décrit le lendemain le ministre du Budget et des Comptes publics. On écoute Laurent Saint-Martin, qui était l'invité de France Inter. Je ne parle pas de shutdown. Il n'y a pas besoin d'un shutdown pour être en crise économique et financière. S'il n'y a pas de budget, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moyens d'urgence de financer nos fonctionnaires. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y aura pas la capacité de mettre en place les mesures pour redresser nos comptes. Tout simplement. Ça veut dire que le déficit public de notre pays continuerait à se creuser. Ça veut dire que les taux d'intérêt de notre dette continueraient à augmenter. On va arriver déjà à 60 milliards d'euros par an, rien que pour les taux d'intérêt de notre dette. Est-ce qu'on veut que ça atteigne 70, 80 milliards? Non. Donc pour cela, il faut se doter d'un budget responsable, sérieux, qui permette de freiner la dépense publique, qui permette de mettre à contribution certaines grandes entreprises, certains ménages les plus fortunés, pour permettre de redresser nos comptes publics. Bernard Chaix, est-ce que vous contestez ce scénario? Oui, parce que dans ce qui vient d'être dit, il y a des vérités, mais il y a aussi des mensonges. Comment est-ce que l'on peut réduire le budget de l'État? C'est pas en laissant courir les déficits, c'est en faisant des économies sur toutes les structures où on peut faire des économies. Je veux revenir sur le chiffre qui a été cité, 60 milliards, Absolument. L'intérêt de la dette. C'est aujourd'hui, on est à 50 milliards aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est plus que le budget des forces armées et de la sécurité en France. Là aussi, on marche sur la tête. Concernant la continuité... Mais eux ont cette crise à gérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien la résorber, cette dette. Le responsable de cette situation, c'est M. Macron. Il a mis 50 jours à nommer un gouvernement, on a perdu 50 jours. On a perdu 50 jours pour travailler. En fait, aujourd'hui, on nous a présenté un budget qui a été fait à la va-vite. Et c'est le résultat de ce travail à la va-vite qu'on doit aujourd'hui solutionner. Sur les engagements financiers, je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent, qu'ils ne s'inquiètent pas, les retraites continueront à être payées, les fonctionnaires continueront à être payés. Tout ça est faux. En France, il y a une constitution, et moi je vais même aller plus loin. Il ne conteste plus, ça. Effectivement, c'était un peu agité au départ, mais le gouvernement... Tout ça, vous l'avez bien compris, c'est fait pour faire peur aux Français. Non, mais on parle de tempête financière, c'est-à-dire qu'effectivement, si on ne met pas en place aujourd'hui les moyens de résorber cette dette, elle va continuer de croître, et les taux d'intérêt avec elle... Sur le climat anxiogène de cette situation, et notamment pour rassurer les marchés financiers, vous le savez, les cotations des comptes publics par les agences indépendantes ne font que se dégrader.
Ça, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, la Constitution permettra de continuer. Et vis-à-vis des marchés financiers, ça nous remettrait dans la situation du budget 2024. Et la situation de 2024 sauf qu'il n'y aurait pas les corrections nécessaires. Est beaucoup moins forte en termes d'aggravation fiscale. C'est vrai, mais il n'y a pas de moyen de correction nécessaire, quoi. Et puis l'augmentation des impôts va être lissée sur l'inflation pour toutes les catégories de contribuables et non pas sur les plus riches. Moi, je pense encore une fois qu'il faut trouver des recettes ailleurs. Ouais. Je veux dire, réduire la dépense. De continuer à vouloir taxer les plus riches, je ne sais pas le seuil réel de là où nous passons d'une catégorie riche à très riche. Ce que j'ai cru comprendre, en tout cas sur l'IFI, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent élargir l'assiette, c'est-à-dire faire entrer beaucoup plus de monde à l'intérieur pour qu'il y ait de plus en plus de contribuables qui le payent. En fait, ce sont les actifs, ce sont les gens qui ont produit, ce sont les chefs d'entreprise. Vous savez que je défends le patronat depuis toujours. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui créent des emplois, qui créent de la richesse. Je veux dire, c'est ceux qui sont le plus matraqués. Justement, jeudi, ces petits patrons de PME étaient réunis à Paris et ont majoritairement exprimé leur inquiétude en disant « Ne faites pas tomber ce gouvernement, on a besoin d'avoir un gouvernement qui fait un budget. Le budget n'est pas complètement parfait, mais c'est mieux que l'inconnu. » Oui, d'accord, mais il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui contribuent en tout. Nous parlions, je pourrais vous parler également de différentes taxes que nous allons devoir subir, notamment peut-être l'augmentation de la taxe mobilité, transport. Je veux dire, on ne parle que de taxes dans ce pays. Je veux dire, parlons d'économie d'impôts. Il y a des pistes d'économie. Il faut aller jusqu'au bout, mais il faut surtout avoir le courage de les faire. Ouais, vous en avez donné, pour finir sur ce chapitre, une question importante. Est-ce que vous souhaitez la démission d'Emmanuel Macron ? Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent dans ce sens. Moi, je suis respectueux des institutions, il a été élu, etc. Mais à un moment donné, force est de constater que peut-être il aura du mal à se maintenir. Ça servira à quoi aujourd'hui ? Parce qu'en fait, il n'aurait pas une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas dissoudre avant le 7 juillet. À titre personnel, je ne suis pas favorable, mais encore une fois, il va y avoir une limite. Il faut se fixer une limite. À un moment donné, le pays ne sera plus en état de fonctionner normalement dans les institutions. Je veux dire, moi, je le vois bien. Je suis un nouvel élu, certes, mais quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous sentez bien qu'il y a un problème. Donc, on ne pourra pas avancer. Alors, je vous propose qu'on se rapproche de Nice. Oui. Bernard Schex, vous avez été élu député en juillet. Est-ce que vous êtes déjà connu des Niçois ? Tristan Gasparot est allé demander leur avis aux habitants de Nice. Bonjour Bernard Schex, aujourd'hui je suis à la Libération, pas bien loin de votre permanence. J'ai montré aux passants une photo, celle-ci, la vôtre, pour voir s'ils vous reconnaissent. Je vous laisse les écouter. Alors, ce monsieur-là, je ne le connais pas. Donc c'est un chef d'entreprise, c'est sûr. Alors déjà, je ne sais pas qui c'est. Il me fait vraiment penser à personne. Pourtant, je vois souvent des ressemblances, mais là, non. Monsieur Schex. C'est quoi ? Député du ici. Personnalité locale. Pourtant, j'en connais des personnalités locales, mais je ne vois pas très bien. Non, vraiment, je ne sais pas. Aucune idée. Non, je suis désolé. Et si je vous donne son nom ? Bernard Schex, ça vous dit un truc ? C'est quoi un employé de mairie ? C'est quoi ? Alors, visiblement, vous n'êtes pas un employé de mairie. Un petit déficit de notoriété, Bernard Schex, c'est quelque chose que vous ressentez sur le terrain ? Mais écoutez, d'abord, ça me fait sourire. Et puis, ça confirme ce que je pensais. Il faut être dans la rue, il faut continuer à voir tout le monde. Je veux quand même préciser que quand on fait un mini-sondage à la Libération, au marché de la Libération, peut-être qu'on y rencontre aussi des gens qui forcément n'habitent pas Nice, puisque ce marché étant très attractif, moi-même pour y être souvent... Alors ça n'a pas valeur de sondage. Vous avez des gens qui viennent de Villefranche et d'ailleurs. Bon, ceci dit, pour ma défense, je suis nouvellement élu, vous l'avez dit, et je suis rentré en politique il y a seulement 4 années, et je mesure le travail qui reste à accomplir. Mais je rappelle aussi que j'ai été élu, et très largement élu, dans la 3e circonscription. Justement, un petit mot là-dessus. Comment vous expliquez ce succès de quelqu'un qui était assez peu connu à l'époque ? Comment vous expliquez d'avoir été élu aussi confortablement au 2e tour ?
Bien, je pense que j'ai fait une très bonne campagne et j'ai fait une campagne C'est de vous terrain. seulement, c'est Éric Ciotti, c'est le contexte, c'est la vague Mais Rassemblement national? c'est ma Parce que vous n'avez fidélité, pas de RN face à vous, hein. c'est ma fidélité à Éric Ciotti, c'est mes idées, c'est ce que j'ai proposé aux Niçois, mais pas que, aux Faliconnais, aux Saint-Andréens et aux Trinitaires, parce que vous savez que je vais jusqu'à la 4 Trinité. communes actuellement. La 3e circonscription est une très grande circonscription en termes d'habitants et en termes d'électeurs. C'est 90 000 inscrits. Je ne rappellerai pas les résultats du vote, mais qui me laissent espérer quand même pouvoir faire un chemin en politique. Maintenant, grâce à vous et à vos invitations, peut-être je me ferai un petit peu mieux connaître des Niçois. Est-ce que votre vision du rôle de l'Assemblée et plus généralement du Parlement a évolué depuis que vous avez été élu député? Forcément, parce qu'il y a tout un travail que l'on ne voit pas à l'Assemblée nationale. On ne retient de l'Assemblée nationale souvent que les altercations ou les questions au gouvernement le mardi et le mercredi. Moi-même, j'ai été élu secrétaire de la Commission de la Défense nationale, et à ce titre-là, je participe à des auditions. Donc 2 fois par semaine, c'est une commission qui est souvent à huis clos, donc qui n'est pas retransmise, dans lesquelles il n'y a pas de vote, mais qui est une commission extrêmement intéressante, puisque vous voyez, cette semaine encore, nous avons auditionné le président de Safran Électronique, nous avons auditionné des généraux qui sont des conseillers techniques à Naval Group ou chez Airbus. Donc voilà, il y a tout ce travail-là que personne ne connaît et que personne ne voit, mais qui existe bien. Donc du coup, vous avez un peu changé de point de vue sur l'Assemblée, c'est pas que des élus... Écoutez, c'est un travail parlementaire, effectivement, que je ne connaissais pas, mais je me suis entouré d'une équipe performante, et puis je fais partie d'un groupe dans lequel nous trouvons des personnalités qui savent répondre à toutes les questions aujourd'hui du moment. Alors justement, si on parle de groupe, vous avez suivi Éric Ciotti lorsqu'il s'est allié avec le RN au lendemain des élections européennes. Est-ce que vous avez hésité à le suivre? Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'était Éric Ciotti ou parce que c'était les idées? Mais les deux. On ne peut pas, enfin en tout cas, je ne peux pas être de ceux qui vont militer dans un parti sans en avoir totalement les idées. C'est pour ça qu'encore... Vous êtes parfaitement à l'aise avec ça. Ça fait longtemps que vous pensiez... Ça fait longtemps que vous étiez un partisan de l'Union des droites? L'Union des droites, je faisais partie de ceux qui le réclamaient depuis longtemps à Éric Ciotti. Et en même temps, vous êtes celui qui a exclu une partie de la droite niçoise, enfin qui s'est détourné de cette partie de la droite niçoise, la partie de Christian Estrosi, que vous ne cessez de dénoncer. Donc vous n'êtes pas forcément pour une union très large des droites. Mais M. Estrosi nous avait quittés depuis longtemps. Monsieur Estrosi n'est plus de droite. Il est de gauche, tout le monde l'a compris. Mais enfin, M. Estrosi a fait appeler à voter communiste contre moi au 2e tour de l'élection législative. C'est une socialiste que vous aviez face à vous. Pardon ? C'est une socialiste que vous aviez face à vous. Alors oui, du reste, c'est bien qu'on éclaircisse ce sujet. Au 1er tour, Parti socialiste sur la profession de foi. Au 2e tour, tous les logos, Parti communiste, écolo, NFP, LFI, il y avait tout le monde. Sur la profession de foi de cette dame. Ouais. Est-ce que l'UDR peut vraiment s'affirmer dans l'ombre du RN? Parce que vous êtes 16 députés, ils sont 124 je crois, donc une énorme masse avec une très grande popularité de leur côté, avec une très grande surface médiatique. À quoi ça sert d'avoir 16 élus UDR à l'Assemblée nationale? Bien, ça sert à nous exprimer sur des sujets sur lesquels on peut avoir quelques différences. On est d'accord, vous l'avez compris, sur la majorité des sujets, mais on est beaucoup Sur le régalien, vous êtes d'accord? Sur le régalien, on est d'accord. On est beaucoup plus libéral au niveau de l'entreprise, par exemple. On fait souvent entendre cette voix de l'entrepreneuriat. Maintenant, nous avons perdu des députés à quelques centaines de voix par des alliances, encore une fois, contre nature. Mais nous avons bon espoir. Il y aura d'autres élections, et notamment les élections municipales, où nous avons déjà... partout en France, nous sommes en train de mettre en place des fédérations. Je peux vous annoncer qu'à aujourd'hui, nous avons 85 départements dans lesquels nous sommes ouverts avec des délégués. Et tout ça va se mettre en place progressivement. Maintenant, au niveau des adhésions, parce que c'est ça qui est important, donc partout en France, nous recevons des adhésions tous les jours. À aujourd'hui, nous avons 2 fois plus d'adhérents que les LR. Ça, c'est un signe. Vous avez combien d'adhérents ? Presque 20 000. Presque 20 000, et de toutes les manières, ça ira toujours en augmentant, parce que Éric Ciotti défend une position très claire, comme il a toujours fait. Éric Ciotti est un homme de droite, et il est sans compromis
Alors, vous avez la main sur les finances de l'UDR puisque vous en êtes le trésorier. C'est un parti très récent. De quels Oui. moyens dispose-t-il? Alors, aujourd'hui, nous avons de généreux donateurs, bien sûr. Nous avons également la ressource qui nous est donnée par l'État. Nous avons des parlementaires qui contribuent et nous allons, comme je vous l'ai dit, récupérer également des élus qui sont en place dans différentes structures, que ce soit dans des conseils municipaux, que ce soit dans des conseils départementaux ou régionaux, qui vont venir agréger. Nous sommes en train de développer. Nous avons pris un nouveau siège à Paris également. Oui, juste en face des Républicains d'ailleurs. Voilà, et surtout en face de C'était une l'Assemblée provocation, nationale. c'est juste pour... Non, le local était disponible. C'est un local qui est en pied d'immeuble, qui est extrêmement visible et qui nous permettra de recevoir toutes les fédérations de France. Est-ce que vous êtes en phase avec toutes les prises d'opposition d'Éric Ciotti, Oui. y compris quand il acclame Donald Trump ou se réclame du président argentin Javier Milei? Oui. Question rapide. Sylvia est en France. Est-ce qu'il faut arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui est sous le coup d'une inculpation de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité? Ou estimez-vous, comme notre ministère des Affaires étrangères, qu'il doit bénéficier d'une immunité? Alors, ça me gêne beaucoup de m'initier dans ce genre de débat. Je ne sais pas si j'en ai la qualification. En tout cas, La question, c'est l'état de droit, quoi. Bon. Est-ce qu'on fait une exception ou pas? Compte tenu de la situation aujourd'hui au Proche-Orient, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. Je serais plutôt favorable à ce qu'il ne soit pas sanctionné. Bernard Scheck, vous êtes aussi conseiller départemental. L'alliance entre Charles Ginesi, qui est toujours membre des Républicains, et Éric Ciotti, qui s'en est éloigné, pourra-t-elle durer? Je crois que oui. Nous avons eu cette discussion il y a quelques semaines. Vous avouerez que les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc ça veut dire qu'un compromis a été trouvé. Et je m'en réjouis. Vous vous opposez fortement à Christian Estrosi, maire Horizon de Nice, après avoir été élu sur sa liste en 2020. Qu'est-ce que vous lui reprochez fondamentalement? J'ai été élu sur la liste de Christian Estrosi parce que j'ai fait partie d'un accord. Donc, négocié par Éric Ciotti. Je vais être très clair là-dessus. Il n'a pas tenu très longtemps. Alors, nous avions pronostiqué 1 an. Effectivement, ça a été beaucoup moins que ça, tout simplement parce que je fais partie de ceux qui ne renient pas leurs idées et leurs engagements. À partir du moment où je vote quelque chose au conseil départemental et où Christian Estrosi me demande de me positionner quelques jours après au conseil municipal contre le conseil départemental, je lui réponds non. Fondamentalement, vous lui reprochez quoi, Christian Estrosi? Les grandes critiques que vous feriez de son action, de son bilan? Alors, souvent de ne pas dire la vérité, de nous la cacher. Moi-même, j'ai fait une demande sur ses frais de bouche et de déplacement avec un avis favorable de l'autorité compétente. Je suis obligé d'aller au tribunal administratif pour obtenir les éléments. Il s'agit d'argent public. Mais en termes de politique... Politique générale, ouais. C'est les contradictions qu'il affiche. Il veut verdir le cœur de ville. Vous n'êtes pas opposé? Je ne suis pas du tout opposé à ça, bien au contraire. Mais dans le même temps, il bétonne la plaine du Var. Alors justement, vous avez écrit au début du mois à la ministre de la Transition écologique pour demander, je cite, l'arrêt de la bétonisation massive de la plaine du Var dans le cadre de l'opération d'intérêt national Nice-Éco-Vallée. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce projet? Il y a trop de choses. Enfin, vous le voyez bien quand vous passez à proximité. Ce sont des immeubles de 10 niveaux, 12, 14 niveaux. J'ai moi-même rencontré de construction. Ouais. Y a-t-il eu la réserve foncière suffisante pour accueillir tous ces nouveaux ménages qui vont venir s'installer dans ce périmètre? Est-ce que la réserve foncière a été faite pour créer des écoles, pour créer des crèches? On nous parle de la mobilité. Ok, il y a le tram, mais est-ce que ça suffira? Je veux dire, nous sommes à la recherche d'un terrain pour y construire un collège. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle ville qui est en train d'être créée à Nice-Ouest. Sans les infrastructures nécessaires. Je pense que les infrastructures ne sont pas au rendez-vous. Vraiment. Maintenant, comment les choses évolueront? Parce que c'est ça dont il faut avoir peur. 1 an, 2 ans, 5 ans. Est-ce que ça ne deviendra pas un nouveau quartier similaire à Saint-Augustin ou similaire à l'Ariane? Moi, je me pose des questions. Quand vous dites Saint-Augustin, vous pensez au Moulin? Je pense forcément au Moulin. Bien sûr. Est-ce que Éric Ciotti doit être candidat à la mairie en 2026? Je le souhaite évidemment,
je l'espère. Je pense qu'il fera un très bon maire. Du reste, dans le sondage qui a été commandé par M. Estrosi, je pense qu'il y a... Alors, il y a un sondage qui a été commandé par la ville, un autre qui a été commandé par le journal La Tribune. Tout ça, ça a été publié lundi. Donc, mais les résultats sont plutôt flatteurs pour Christian Estrosi, quand même. C'est plutôt favorable. C'est-à-dire, ça dépend. Tous les indicateurs sont quand même ouverts pour lui. Ça dépend comment sont posées les questions. Quand vous dites à quelqu'un, est-ce que vous êtes favorable à la coulée verte ? Oui, tout le monde est favorable à une coulée verte. Oui, il n'y avait pas que ça dedans, quand même. Est-ce que c'est un bon maire, par exemple ? Non, mais il y avait beaucoup de questions. Est-ce que c'est un bon maire, 61% quand même, finalement, au bout de 3 mandats ? Un bon maire, c'est celui qui est soucieux des finances publiques. Aujourd'hui, pas seulement. Ça, c'est ce que vous lui reprochez. Non. Vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir des idées. Vous pouvez avoir des compétences, vous pouvez avoir des projets, mais il faut savoir si ces projets sont finançables, s'ils n'endettent pas trop la ville et la métropole. Bon, vous avez suivi comme moi les épisodes, et notamment celui du Conseil métropolitain dans lequel je ne siège plus, mais où il y a eu un tour de passe-passe pour pouvoir faire supporter au maire azuréen le coût du Palais des Congrès, avec un rétropédalage qui s'en est suivi. Non, moi je pense que M. Estrosi n'est pas un bon gestionnaire et il sera sanctionné par les Niçois sur ce sujet-là et sur son en même temps. En même temps, je verdis le cœur de ville, en même temps, je bétonise la plaine du Var. Mais Nice n'est pas que le cœur de ville. Nice, ça n'est pas que la façade maritime, ça n'est pas que la carte postale, ça n'est pas que les quartiers fréquentés par les touristes. Évidemment, quand un touriste vient à Nice, il plébiscite Nice. Nice est une ville attrayante. Nice est une jolie ville. Qui a bien évolué de ce point Mais de vue-là. c'est l'hyper-centre-ville. Moi, je rencontre des gens à Nice-Nord, ils se plaignent. Je rencontre des gens à Nice-Est, ils se plaignent. Est-ce que si Éric Ciotti n'était pas candidat, est-ce que vous pourriez être une alternative à la mairie de Nice ? Aujourd'hui, moi je suis derrière Éric Ciotti. C'est lui qui peut-être ou pas sera Donc candidat s'il n'y va pas, personne n'y va. à la mairie. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Maintenant, à titre personnel, évidemment, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir, tout ce qui sera possible de faire pour qu'Éric Ciotti soit évidemment notre candidat. Et la ville en a bien besoin. Dans un des sondages, je crois que 53% des Niçois disent qu'il ferait un bon maire, absolument. Disent que Éric Ciotti ferait un très bon maire. Tout à fait. Merci Bernard Schex. Avant de terminer, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Bernard Schex, lorsque vous avez été élu député, vous avez dû renoncer à un mandat, c'est la loi. Pourquoi avoir démissionné du conseil municipal et pas du conseil départemental ? Est-ce que c'est parce que l'indemnité était plus forte ou est-ce que c'était pour soutenir Éric Ciotti qui avait besoin d'aide au département ? Alors, sur l'indemnité, je vais être très clair, j'étais dans l'opposition. Donc, conseil municipal, c'est 350 € brut, conseil métropolitain, un tout petit peu plus de 1 000 €. Mais le conseil départemental, bien davantage. Pardon ? Vous avez gardé le mandat du conseil départemental qui est plus lucratif. Alors, au conseil départemental, je suis redevenu conseiller départemental et plus vice-président. Donc, à ce titre-là, c'est à peu près équivalent. Ouais. Donc, c'est pas pour ça. Très honnêtement, mon engagement politique ne s'est pas fait par rapport au montant d'un mandat. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que la politique coûte de l'argent. Ouais, si elle doit vous en rapporter, c'est que c'est pas tout à fait. Qu'est-ce qui a décidé votre choix ? Qu'est-ce qui a décidé mon choix ? D'abord, évidemment, rester au plus proche d'Éric Ciotti au conseil départemental. Et j'ai considéré que je pouvais être un très bon opposant de Christian Estrosi en n'ayant plus à supporter 6 ou 7 heures de conseil municipal où on nous anesthésie complètement, où on fait tout pour inclure dans une délibération tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'on vous présente quelque chose de positif en vous mettant dessous quelque chose qui n'est pas très, très intéressant, et après on vous ressort le document en vous disant « mais attention, vous l'avez voté ». Donc ça, on connaît la manœuvre, hein, ils sont très forts pour ça. Donc très honnêtement, je préfère être dans l'opposition, en dehors du conseil municipal et du conseil métropolitain. De toute manière, je n'ai jamais voté une augmentation d'impôts. Donc je suis tout à fait en règle avec ma conscience et je pense avoir fait le bon choix. Merci beaucoup Bernard Schex, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée à tous.